RCF, l'écho des solutions. Voilà. Écoutez, Aurélie, comment vous réagissez-vous à cette... Alors, c'est votre quotidien presque. Le RLF aujourd'hui, en France, c'est combien de personnes qui travaillent? Et finalement, quelles sont vos missions? On va en découvrir quelques-unes. On ne va pas tout découvrir de ce que fait le RLF aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que vos missions et comment vous les appréhendez au quotidien? Alors notre mission, c'est de maintenir et rétablir les liens familiaux, d'aider les familles qui se trouvent séparées à cause de conflits armés, de déplacements de population, de situations de catastrophe, à maintenir le lien ou à se rechercher et à se retrouver idéalement. C'est ce à quoi on aspire, bien entendu, à partir du moment où on reçoit quelqu'un dans nos locaux. Le RLF aujourd'hui, c'est une quarantaine de bénévoles mobilisés sur le territoire. Il y a l'antenne centrale basée à Paris, au siège de la Croix-Rouge, mais il y a aussi bien entendu une présence dans des grandes villes en France, à Rennes, à Lyon, à Marseille, à Amiens, à Bordeaux, à Toulouse. Et dans ces grandes villes de France, les bénévoles sont formés et peuvent accueillir les personnes à la recherche de leurs proches, ouvrir ce qu'on appelle une demande de recherche qui sera ensuite envoyée à nos homologues à l'étranger pour justement commencer cette recherche. Alors, les demandes de recherche, elles émaillent quelle catégorie d'événements? C'est les guerres, les catastrophes naturelles? On a parlé d'Ebola au début de l'émission. Est-ce que les catastrophes sanitaires peuvent aussi en faire partie? Est-ce qu'on remonte loin dans le temps? Est-ce qu'on remonte jusqu'à Solferino? Alors, Solferino, non. En tout cas, non. Notre mission, c'est vraiment de clarifier le sort des personnes portées disparues. C'est vraiment notre cœur de métier. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a encore des dossiers de recherche liés à la Seconde Guerre mondiale, notamment, à la disparition aussi de journalistes dans les années 70 au Cambodge. On peut, bien évidemment, on travaille toujours aussi sur la guerre d'Algérie, sur la guerre des Balkans. Donc, les familles ont toujours besoin de savoir ce qui s'est passé, parce que à partir du moment où on n'a plus de nouvelles d'un de ses proches, c'est une blessure qui ne se referme pas. Le processus de deuil n'est pas possible, ou en tout cas est excessivement difficile. On est dans une zone floue, dans une incertitude. Et donc nous, notre rôle, c'est d'essayer de rechercher ces personnes, mais aussi de maintenir et prévenir ces séparations. Et c'est ce que nous avons pu mettre en place grâce au soutien de la Fondation d'entreprise Michelin dans le nord de la France notamment, et là où aussi sur d'autres zones frontières prochainement, pour pouvoir prévenir ces séparations. Qui vient et qu'est-ce qui se passe quand on vient frapper dans un local de la Croix-Rouge à la porte du RLF? Quelles sont les premières questions? Qu'est-ce qui se passe dans un premier temps? On prend le temps d'écouter la personne, de lui offrir un espace sécurisé et confidentiel aussi. C'est important de pouvoir garantir la confidentialité des données et des propos qui sont échangés chez nous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont demandeurs d'asile, réfugiés, qui ont vécu des situations de violence et qui craignent pour leur vie, y compris, notamment dans leur pays. Et donc de pouvoir leur garantir cette confidentialité et cette écoute, c'est quelque chose de très important. Ça prend combien de temps cette première rencontre? Vous avez un temps qui est imparti, ou vous laissez la personne dire, et j'ai envie de dire déballer tout ce qu'elle n'a peut-être jamais pu dire à des proches ou à des moins proches depuis qu'elle est arrivée sur le territoire? Ça prend du temps. Prend du temps. Parfois, il faut plusieurs rendez-vous aussi. Il n'y a pas juste un premier entretien, il y a une première prise de contact, généralement où on explique ce qu'on fait, les modalités, comment ça va se passer, comment se passent les recherches à l'étranger ou en France, les informations dont on va avoir besoin. Puis généralement, après, on convient d'un second rendez-vous, si c'est possible, si on n'est pas dans un contexte d'urgence ou de frontières, par exemple. Et on va recevoir la personne, l'entretien peut durer 1 heure, 2 heures. On travaille avec des interprètes aussi, de façon à ce que la personne puisse s'exprimer dans sa langue. Et le plus clairement possible, sans chuter sur les expressions, pour pouvoir transmettre toutes les émotions, toute la sensibilité de ce qu'elle a à transmettre. Oui, on a bien sûr des outils, on a bien sûr ce qu'on appelle dans notre jargon les formulaires de recherche, on a notre base de données, on a tous ces outils, mais le moment de l'entretien où on reçoit la personne est vraiment un moment d'écoute active, où on essaye, nous, en tant que professionnels, de récupérer les informations qui seront nécessaires à la recherche et qu'on sait être de potentielles pistes de recherche pour nos homologues à l'étranger et en France. Mais la personne vient
généralement avec d'autres besoins et un besoin d'écoute aussi important. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ces rencontres que vous avez au fur et à mesure? Parce qu'une recherche une recherche d'information peut prendre plusieurs mois. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans les personnes que vous accueillez? C'est leur grande émotion, leur souffrance, leur besoin de savoir. Parce que ce que je vous disais, c'est que c'est quand on perd trace de ses proches, quand on ne sait pas ce qui s'est passé, quand vous avez dû fuir votre pays, que vous avez tout laissé derrière vous, que vous avez traversé une frontière et que vous n'avez pas pu embarquer dans le même bateau que votre fils de 5 ans, il y a cette détresse. Il y a cette détresse. Donc forcément, bien sûr, on est très à l'écoute de ça. Comme on entend dans le reportage où ils ont laissé une partie de la famille en Haïti, ils essayent de faire revenir. Alors justement, la partie administrative, ça ne doit pas être la plus simple. Déjà, dans des pays en guerre ou des pays qui sont sinistrés par un cataclysme, on n'a pas parlé du tsunami, mais je pense qu'il y a dû avoir aussi du travail pour le RLF dans cette situation. Comment est-ce qu'on récupère justement l'administration, l'administratif, les actes de naissance, les actes légaux nécessaires, soit à faire venir, soit à redonner de l'information? C'est extrêmement compliqué. Vous vous heurtez à quel genre de difficultés? Effectivement, il n'y a pas forcément d'archives, il n'y a pas forcément de traces des personnes dans des documents administratifs. Une fois qu'on a retrouvé les personnes, qu'on les a remises en contact, on les accompagne ensuite dans les démarches de regroupement et de réunification familiale dans le cadre légal français. Donc il y a aussi des dispositions en France qui peuvent permettre de pallier à cela dans le cas de manque de documents administratifs. Mais c'est effectivement là toute la force, je dirais, du réseau international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, parce qu'on travaille vraiment en permanence en réseau à l'international. On est en contact quotidien avec le Comité international de la Croix-Rouge en Syrie, avec la Croix-Rouge congolaise, avec la Croix-Rouge haïtienne, avec nos homologues partout dans le monde, et on sait qu'on a des antennes locales et des gens du pays, dans ces pays. Qui connaissent les réseaux. Et les réseaux d'influence qui parfois nécessitent quand même de naviguer un peu à vue pour récupérer parfois ne serait-ce qu'un acte de naissance. Oui, mais après l'acte de naissance à obtenir est compliqué. Ce qui est la première étape, c'est déjà d'essayer de localiser de la personne et de rentrer en contact avec elle. J'avais en tête, par exemple, le cas d'une famille soudanaise. Ils avaient perdu le contact en Libye. Le monsieur est arrivé en France et sa femme et sa petite fille sont restés en Libye. Il a fallu les localiser dans un premier temps. On les a localisés dans un centre d'enfermement. Je ne saurais pas trop comment le qualifier étant donné la situation aujourd'hui en Libye, politique. Mais en tout cas, elles étaient dans un centre d'enfermement, pas libres de leur mouvement, et elles bougeaient de centre en centre. Donc déjà, le fait de les localiser et ensuite de maintenir le lien avec elles et après travailler sur l'arrivée en France, ce sont à chaque fois des étapes cruciales et difficiles. Vous travaillez aussi dans les États qui le permettent, je pense particulièrement à la France d'ailleurs. Vous travaillez un petit peu les questions de lobby pour justement assouplir, permettre de récupérer plus facilement cette documentation? Alors en France, on a mené un travail effectivement de plaidoyer auprès des autorités françaises, parce que la loi française est très protectrice en matière de communication de données personnelles, ce qui est un fait. Et dans le cadre du rétablissement des liens familiaux, quand on recherche des personnes en France, parce qu'aujourd'hui on a plus de 200 demandes qui nous viennent de nos collègues à l'étranger pour rechercher des personnes en France, notamment dans les cas liés à la Seconde Guerre mondiale, pas seulement dans des cas liés à des séparations sur le parcours migratoire. Et l'administration française, jusqu'en décembre dernier, jusqu'à l'adoption d'une loi à l'unanimité, ce qui est assez intéressant et rare, par le Sénat et l'Assemblée nationale, les administrations françaises n'avaient pas la possibilité, n'étaient pas autorisées à nous transmettre ces informations. Aujourd'hui, toutes les administrations, qu'elles soient locales, qu'elles soient centrales, ministérielles, sont dans l'obligation de transmettre à la Croix-Rouge française, dans le cadre de sa mission statutaire et historique de rétablissement des liens familiaux, les informations concernant les personnes que l'on recherche. Et la contrepartie de ça, bien entendu, c'est tout à fait logique, c'est qu'on garantisse, et c'est ce que je disais tout à l'heure, la confidentialité des données. Des données, qu'elles ne soient pas transmises à d'autres structures. À un tiers, tout à fait. On va faire une micro-pause, et juste après cette micro-pause, on va voir dans un second temps ce programme. Qu'est-ce que c'est que le dispositif itinérant? J'ai pas encore tout saisi, mais je suis sûr que Valérie va nous expliquer ce dispositif. On fait une micro-pause, on se retrouve tout de suite après.
L'écho des solutions.